C'était quand j'étais petit, hein, mais j'ai déjà dépensé genre 1 000 € dans un jeu, sans que ma mère le sache. Ouh là là! Et après ma mère, elle l'a vu en fait, parce que j'étais jeune à ce moment-là. J'ai eu malheureusement les écrans un peu trop jeunes, mais du coup à ce moment-là, en fait, j'ai dépensé 1 000 € parce que je sais pas ce que c'est 1 000 €. Les jeux vidéo suscitent un engouement impressionnant avec des millions, que dis-je, des milliards de joueurs sur la planète. Vous connaissez le chiffre? 3 milliards. Et 39 millions de Français qui joueraient régulièrement, ce qui fait quand même un Français sur deux. Pour beaucoup, les jeux vidéo sont comme une série captivante où on est absorbé, on n'arrive pas à décrocher, on passe des heures connectés, que ce soit seul ou avec les autres, en réseau, ce qui permet aussi de tisser du lien social. Mais où se trouve la frontière entre passion et addiction? Car oui, avec les jeux vidéo, l'addiction peut survenir. Et on va tenter d'élucider les mécanismes amenant à cette addiction avec nos experts du jour. Je suis ravie de vous accueillir tous. Déjà, Marina, tu es psychologue, sophrologue aussi. Exactement. Tu exerces en XAPA. Oui, c'est ça. Donc un XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie où on reçoit un public qui est sujet aux addictions, peu importe les addictions. Donc il y a plusieurs types de dispositifs pour ça. Donc voilà, moi je reçois principalement addiction substance, mais je peux être amenée à recevoir les personnes addictions comportementales de manière générale en fait. Ouais, donc tu vas pouvoir nous expliciter un peu comment on rentre dans cette addiction. Tu as aussi un compte Instagram, hein. Tu m'as dit, bon c'est le début, mais tu fais des contenus très intéressants sur tous les sujets justement liés aux addictions. C'est ça, sur les c'est addictions. Les Pokés. Les Pokés, c'est ça. Je vous mets le nom du compte en description. Timothée, merci d'être là. Toi tu viens témoigner parce que tu as beaucoup joué aux jeux vidéo. Ouais, pas mal. Tu es sorti un petit peu aujourd'hui? Oui, je suis toujours dans les jeux vidéo pas mal, mais là ça va mieux et tout, je commence à reprendre un peu une vie normale, j'ai envie de dire. Dans une pratique plus raisonnée. Ouais, voilà. Et Michael, toi tu es président d'une association qui fait de la prévention, de la sensibilisation autour de la pratique des jeux vidéo, que ce soit pour les joueurs, pour leurs familles, leurs proches. Donc l'association s'appelle Hamburg Game. Hamburg Game exactement, ou HBG pour les intimes. Et on fait ça depuis 11 ans maintenant. Notre objectif, c'est de démocratiser le numérique, revaloriser la culture geek et gamer. On s'est associé à pas mal de personnes pour créer un événement où parents et enfants se retrouvent autour du jeu vidéo et où on essaie justement de traiter de toutes ces problématiques d'addiction par le biais de stands de parentalité. Oui, parce que les jeux vidéo, c'est quand même avant tout du plaisir, des bons moments, comme on le disait en introduction, des petits défis, du temps partagé avec les autres aussi en réseau. Donc il y a des aspects quand même positifs. Alors oui, on se rend compte que les jeux vidéo sont hyper appréciés dans beaucoup de domaines, y compris la santé ou même des professionnels de l'armée qui recherchent des soft skills qui sont développés par les gamers en jouant avec leur communauté. Parce qu'ils sont plus performants, c'est ça, Ils vont être plus performants sur certains aspects, ils vont permettre d'aider la recherche par exemple avec des gameplays en passant par la gamification. Ils ont l'opportunité d'aider la recherche en résolvant des problèmes ou des puzzles par exemple dans certains jeux pour aider à développer des médicaments ou des enzymes. Incroyable. J'en apprends tous les jours. Alors là, pour le coup, je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Trop intéressant, trop intéressant. Ah ouais, donc aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo permet de véritablement développer des compétences, comme tu dis, des soft skills, et peut ouvrir les portes de différentes carrières professionnelles, scientifiques, militaires. C'est complètement fou. Et aussi tous les métiers qui sont liés au numérique et qui touchent justement tout le domaine du jeu vidéo, les graphismes, le développement ou le game design au sens large. Et même tout ce qui va être écriture, avec des personnes qui vont avoir des qualités ou des compétences pour tout ce qui va être rédaction à partir du moment où ils ont un certain vécu ou un certain background sur les jeux vidéo. Ouais, hyper intéressant. Timothée, je te voyais acquiescer. Ça te parle tout ça, toi? Pourquoi t'es allé vers les jeux vidéo? Qu'est-ce qui t'a intéressé? À la base, en fait, c'était principalement, je pense, de l'ennui juste que je voulais combler par peut-être une passion ou quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que, au fur et à mesure, j'ai un peu dérivé, j'ai commencé, je pense, peut-être une dépendance, mais voilà. Et oui, du coup, je me suis vachement intéressé et j'ai lu des trucs sur ça, justement, sur ces soft skills qui sont développés par rapport aux jeux vidéo, tout ça, et je trouve ça super intéressant. Donc. À quel moment, toi, tu as identifié qu'il y avait un petit problème, on va dire, dans ta consommation des jeux vidéo? Combien de temps tu jouais avant? Oh là là, alors là, beaucoup trop.
Moi, j'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que j'ai été déscolarisé. Et en fait, en étant déscolarisé, du coup, j'avais toutes mes journées de libre. Et par conséquent, étant donné que je m'ennuyais beaucoup, et bah, je me suis dirigé vers les jeux vidéo. Et en fait, au début, c'était de temps en temps, tout ça. Au fur et à mesure, bah, c'était presque toute la journée, ce qui est honnêtement beaucoup trop. Et je trouvais ça étrangement normal, en fait, parce que c'était tellement devenu une habitude que je me disais que bah, tout va bien. Et je pense que c'est au moment où j'ai commencé à refuser de sortir voir des gens pour jouer aux jeux vidéo, où je me suis dit, oula, là, il y a un truc, quoi. On n'est pas censé faire ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est un des premiers signes du coup de dépendance aux écrans, aux jeux vidéo, Oui. le fait de s'isoler et de choisir d'aller vers les jeux vidéo en priorité? Oui, complètement, ça fait partie des signes, en effet, ce côté d'isolement et ce côté de tout tourne autour du jeu vidéo et du coup, il y a des conséquences qui vont s'implanter, entre guillemets, donc dans la différentes sphères de la vie de la personne. Et donc, il peut y avoir en effet la sphère amicale, la sphère familiale, la sphère professionnelle, scolaire. Donc oui, ça peut rentrer en tout cas dans les critères de l'addiction. Oui. Est-ce que toi, du coup, tes proches te faisaient remarquer que tu passais trop de temps sur les jeux vidéo? Est-ce que eux, ça les a alertés? Étrangement, pas vraiment. Pas vraiment, mais en fait, je pense que le fait que moi je sois habitué, ça a aussi habitué les autres, en fait. Et donc, c'était devenu un peu normal. Dans la routine ouais. de la vie de famille. C'est toi, tu fais la cuisine, toi, tu fais ça. Timothée, bon, il joue aux jeux vidéo. C'était devenu normal, en fait. Vous avez comme ça des discussions, des échanges avec On a souvent avec des familles? discussions avec des familles justement dans l'association où on est conscient de la rupture qui peut être créée par le jeu vidéo à certains moments. Et on engage énormément les familles par le biais des discours qu'on a à l'aide des psychologues qui nous ont aidés à trouver des méthodologies de communication. Donc on engage les familles à discuter pour essayer de limiter le fossé qu'on a entre les générations. Il faut savoir qu'il y a des générations qui n'ont pas la connaissance sur tous les jeux vidéo et la méthodologie, les méthodologies qui y sont liées. Et du coup, ça peut être à certains moments compliqué de réunir deux membres d'une même famille qui sont avec un certain écart d'âge pour justement jouer ensemble. Ah oui, juste d'en parler, quoi, de Juste savoir d'en comment communiquer autour des jeux vidéo. C'est le premier pas vers la prise de conscience d'une utilisation excessive des jeux vidéo, de pouvoir communiquer avec les proches et que les proches puissent comprendre et faire passer aussi leur message. T'aurais entendu, toi, qu'on te dise tu fais beaucoup, tu joues trop? Ou t'étais tellement Je pense que, quand même, sûrement, mais il aurait fallu m'expliquer vraiment en quoi c'était une dépendance, sûrement. J'ai pas été diagnostiqué, mais en quoi ça, c'est vraiment pas normal, du coup. Mais je pense que j'aurais compris si on m'expliquait, mais longtemps. Je pense que, en fait, c'est tellement, encore une fois, c'est une habitude. Et c'est comme si dire d'un coup, prendre un café le matin, c'est pas bien. On se dit, mais il y a un truc, c'est pas possible, c'est pas normal. Et du coup, je pense que c'était un peu la même chose. Ouais, prendre le temps Ouais, d'expliquer et de comprendre. de prendre conscience. Et puis de bien l'expliquer, parce qu'il y a des façons d'expliquer. Si vous commencez à parler en faisant la morale, en mettant un jugement, des choses comme ça va pas marcher. Forcément, ça va tout de suite braquer la personne, et là, c'est foutu, quoi. Alors, comment ça peut marcher, du coup? Qu'est-ce qu'on peut dire à Déjà, quelqu'un qui joue beaucoup? Sans en parler tout de suite d'addiction, mais juste quelqu'un qui joue beaucoup. Déjà, pour pouvoir en parler, il faut que la personne puisse comprendre vraiment à quoi joue le jeune, par exemple. Donc déjà, peut-être de s'informer sur le jeu en question, de discuter, pourquoi pas de jouer avec lui, en fait, ou lui ou elle, parce qu'il y a aussi des filles, mais ça va permettre d'amener un discours beaucoup plus adapté, finalement, aux jeunes, que si on ne sait pas du tout à quoi il joue, on va sortir des dingueries, comme on dit. Et du coup, ça va pas marcher, en fait. Donc déjà de s'intéresser aux jeunes et de le laisser aussi s'exprimer, c'est-à-dire d'exprimer ses craintes, pourquoi pas, mais aussi de le laisser exprimer de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas dans les jeux. Enfin, ça va être hyper important déjà. L'OMS en 2018, ils ont catégorisé des solutions pour justement aider sur ces pathologies, avec donc tout ce qui est thérapie cognitive comportementale, où on va travailler sur une pensée première qui va amener à une émotion et à un comportement. Les professionnels de la santé justement travaillent sur cette première pensée afin de canaliser les comportements. Nous, de notre côté, au sein de l'association, on va travailler plus sur tout ce qui va être sensibilisation et groupe de parole, justement, pour essayer de casser tous les mécanismes et ouvrir la parole et ouvrir la discussion. Donc groupe de parole pour les joueurs. Pour les parents et les joueurs, on s'occupe des deux. On fait vraiment de l'intergénérationnel au sens large.
On va parler de tout ce qui va être PEGI, comportement excessif, troubles alimentaires, troubles du sommeil ou troubles de la concentration. Mais on va parler aussi de tout ce qui va être achat in-app, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça également, et de tout ce qui est comportement addictif. Tu le disais, donc déjà, là, oui, l'isolement, les premiers signes, donc l'isolement, le fait de refuser des interactions sociales, familiales. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes de l'addiction, Déjà, aux écrans, aux jeux vidéo? Alors déjà, de manière générale, quand on parle d'addiction, il y a plusieurs critères, entre guillemets. Comme tu disais, l'OMS en a parlé, et donc l'OMS, en 2018, a officialisé l'addiction aux jeux vidéo, que ce soit en ligne ou hors ligne. Alors, la majorité des jeunes qui jouent aux jeux vidéo ne sont pas dans une addiction, mais sont dans un comportement excessif, en fait. Et ça, c'est pas la même chose, il y a une différence entre les deux. Donc la majorité, c'est quand même un comportement excessif qui peut entraîner à l'addiction après, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc oui, le diagnostic a été confirmé par l'OMS, ce qui est plutôt une grande avancée, parce que c'est la deuxième addiction comportementale qui est officialisée, parce qu'avant, il n'y avait que le jeu d'argent et d'hasard. Donc ça, c'est quand même une chouette avancée. Et dans les critères en fait, qu'on va retrouver dans l'addiction pour l'OMS, qu'on retrouve dans la CIM aussi, donc c'est la classification internationale des maladies. Et là, les critères, ça va vraiment être le côté d'une perte de contrôle par rapport au comportement, toute la vie de la personne va tourner autour, là, en l'occurrence du jeu, et surtout il va y avoir une difficulté à arrêter ou à réduire en fait le jeu, et la personne va continuer malgré les conséquences en fait dans la vie, dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment les critères. Il y a moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est le moyen mnémotechnique que le professeur Laurent Carilla a mis en place pour parler d'addiction de manière générale, hein. Donc c'est 5 C, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas les 5 C, il y a le premier C, c'est perte de contrôle, comme on disait, donc perte de contrôle face au comportement. Le deuxième C, c'est un comportement compulsif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter de consommer ou de pratiquer si c'est une addiction comportementale. Le troisième C, on va voir le craving, donc c'est un terme en anglais qui veut dire une envie irrépressible, c'est une envie à crever, hein, de vouloir consommer ou de jouer ou autre. Le quatrième C, ça va vraiment être un côté chronique, c'est-à-dire que ça va être assez régulier. Et le cinquième C, c'est le fait de continuer le comportement malgré les conséquences dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment là où on va pouvoir parler d'addiction, et addiction aux jeux vidéo. Donc les 5 C, ça donne de très bons repères. Vraiment à ne pas confondre avec quelqu'un qui est passionné, hein, parce qu'on a le droit d'être passionné aux jeux vidéo, et à ne pas confondre avec un comportement excessif, qui n'est pas exactement la même chose que l'addiction. Est-ce que toi, tu penses que tu as pu rentrer dans l'addiction? Est-ce que tu étais en craving? Est-ce que tu avais des envies irrépressibles? Est-ce que tu n'as pas réussi à t'en passer aussi? Est-ce que tu avais toujours besoin, ou tu arrivais quand même à dire stop? Je pense que j'ai frôlé l'addiction, ça je pense, parce que j'arrivais... En fait, si on me dit « arrête, faut faire ça », j'arrête. Mais... Et à l'anniversaire de ta grand-mère, t'y vas. Voilà. Mais si j'ai le choix, je vais plutôt me tourner vers le jeu vidéo. Donc je pense pas que ce soit une addiction. Mais effectivement, je pense que je l'ai frôlé. Peut-être un comportement excessif. Ouais, du coup, un comportement excessif. Comportement excessif. T'étais juste au seuil du dessous. Ouais. C'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour poser officiellement le diagnostic, il faut que les comportements soient là depuis au moins 12 mois. En fait. Ouais. Ça peut être un peu moins de 12 mois, mais si c'est un peu moins de 12 mois, il faut que les critères soient satisfaits et que ça soit assez sévère, entre guillemets. Mais oui, en général, il faut quand même que ça soit présent depuis plusieurs mois. Avec un impact vraiment fort sur la vie quotidienne. Exactement. Justement, quand on pense aux jeux vidéo, voilà, on est assis devant un ordinateur, donc devant un écran. On est donc sédentaire, hein, on ne bouge pas. Donc quand même, ça a des conséquences majeures sur la santé déjà physique. T'avais pas mal à la tête, mal aux épaules, au dos? C'est un peu compliqué à dire, mais oui, en vrai oui. Rien que là, je me redresse souvent, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude du coup, avec par exemple ma console, d'être comme ça, et du coup en fait, le corps prend cette posture automatiquement. Alors qu'il faut vraiment être droit, et ce genre de trucs par exemple, c'est des trucs qu'on remarque pas au début, et au bout d'un moment on se dit mais faut régler ça en fait. Donc j'ai eu ça par exemple, des mal de tête effectivement, j'en ai eu quelques parfois, mais sinon c'était plus je pense mental, moi, où ça a été touché. C'est-à-dire? Peut-être du stress éventuellement. En pratiquant? En Non, étant sur les écrans? Parce que justement en fait les écrans vraiment, on sort du monde en fait, on est vraiment dans notre bulle, on est bien en fait concrètement.
Et quand on sort, du coup, ça ramène le stress et là on se dit waouh, c'est énorme en fait. Un peu prise de conscience de la réalité, quoi. Tu sors de ton monde fantastique, tu reviens dans la C'est réalité. ça. Ouais, et donc du coup, t'as encore plus envie de revenir dans ce refuge en fait qui est le jeu vidéo. Et donc du coup, ça va se nourrir en fait l'un l'autre et ça peut aller très loin, je pense. Cercle vicieux, ouais. Ce sont les effets indésirables, les conséquences aussi à long terme sur la santé mentale. Donc on peut mentionner les effets, même à court terme, néfastes sur la santé. Donc voilà, les maux de tête, on les a mentionnés, les troubles visuels, de la nervosité, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires aussi. Parce que quand on est encore une fois devant un écran, on peut oublier de manger et puis on a aussi envie de grignoter, de manger un peu n'importe quoi. On ne prend pas le temps de s'attabler. En effet, en termes général, on va avoir des gamers qui vont souvent se poser devant leur écran d'ordinateur et essayer de manger à une seule main. Généralement, quand on mange à une seule main et qu'on ne prend pas le temps de se poser pour manger, on va manger des fast-food, de la nourriture un peu grasse. Ça pose des problématiques, d'autant plus quand il s'agit de boire, tout simplement de s'hydrater, parce qu'il y a des personnes qui oublient de boire totalement devant les jeux vidéo, et on arrive avec des personnes qui ont joué pendant super longtemps, qui ont des vraies problématiques corporelles. Déshydratation, hypoglycémie. Ou même l'inverse, on a des personnes qui ont réussi à contracter des diabètes ou des trucs comme ça à force de manger à chaque fois des aliments un peu trop gras ou trop riches devant leur ordinateur. Et pourquoi on a envie de junk food comme ça devant les écrans, vous savez? Alors, bonne question. L'attrait, je pense que c'est vraiment sur une question de praticité la plupart du temps et le fait de ne pas avoir envie de décrocher de son ordinateur pour rester dans sa session de jeu, rester enfermé. Donc manger du snack en fait, du snacking, on se prépare pas un plat. Aussi avec des boissons énergisantes pour jouer le plus longtemps possible. L'association a été démarchée par des groupes pharmaceutiques qui proposaient des compléments alimentaires spécifiques pour gamers avec des substances qui étaient un peu étranges à donner et qui les proposaient à des enfants et qui voulaient qu'on soit les égéries, à qui on a dit non directement. Donc il y a vraiment tout un marché autour jusque-là. Pour justement cibler les gamers qui ont cette manie de manger à une seule main et de ne pas prendre le temps de se poser. Pour pouvoir nourrir aussi bien leur corps mais aussi leur cognition, quoi, leur performance. En effet, les jeux vidéo ont souvent un effet, peuvent accentuer certains effets de certaines pathologies qui sont déjà présentes, comme la dépression. On va avoir ce sentiment d'isolement qui peut être accentué. On peut avoir l'anxiété avec tout ce qui va être fuite de zones anxiogènes. On a aussi tout ce qui va être donc les troubles de l'attention dont on a parlé et ce phénomène d'évasion qu'on a souvent et qui rend difficile, souvent pour les enfants et pour certains gamers, le fait de se reconnecter avec la réalité. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui sont liées justement avec ces points dont tu parlais justement quand tu parlais d'évasion. Le fait d'après de retourner dans le monde réel, ça peut poser des problématiques. Ou même juste pour les enfants majoritairement, juste le fait d'être capable d'écouter quand leurs parents les appellent alors qu'ils sont figés devant un écran. Donc c'est des trucs sur lesquels il faut travailler et il faut prendre conscience aussi du fait que chaque personne réagit différemment aux jeux vidéo et qu'il y a des personnes qui vont agir à des degrés très importants. C'est pour ça que nous aussi on valide le concept de comportement excessif qui doivent être tempérés pour prémunir ce genre de problème. Oui, il y a des profils de personnes qui sont plus à risque de rentrer dans les comportements excessifs et l'addiction. Toi tu disais, tu avais tendance peut-être à vouloir combler un vide. C'était du stress en fait, hein. C'est ça, c'est vraiment ça. C'était du stress et du coup j'essayais de fuir le stress. Ce que vous m'avez dit, je crois que c'est un refuge vraiment très souvent. Par rapport à quelque chose de... Un mal-être. Ouais, un mal-être qui est là à l'origine en fait. Oui, très souvent en fait les consommations comme ça de jeux vidéo excessifs, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est très rare que ça soit vraiment ça qui est vraiment problématique. Souvent il y a des pathologies ou des sujets sous-jacents en fait à ça. On va dire que c'est le symptôme visible de quelque chose d'un peu plus caché en fait, très souvent. Donc dans son accompagnement, il va s'agir aussi d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin de ces jeux vidéo, de ce comportement addictif, de traiter aussi la cause. En fait, ce qui va être hyper important, c'est de vraiment prendre en compte le contexte et pas juste le fait que la personne joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est vraiment tout le contexte familial, environnemental. C'est vraiment quelque chose d'important. Et en tout cas, ce qui va être très intéressant, très important, c'est d'inclure la famille en fait dans cette démarche de soins, parce qu'elles vont avoir un rôle hyper important. Elles peuvent avoir un rôle important déjà à la base, donc il faut inclure la famille.
On sait qu'un usage trop important des écrans, trop jeune, perturbe les apprentissages des enfants, parce que leur cerveau est en train de se connecter, on va dire, les différentes sphères en train de se connecter. Donc c'est le cas aussi, j'imagine, avec les jeux vidéo aussi. Si on joue trop jeune, on peut développer des troubles cognitifs. Ouais, nous, on préconise pas d'écran avant 4 ans pour les enfants. L'obtention d'une tablette ou d'un jeu vidéo personnel à partir de 9 ans. Et à partir de 10 ans, on peut réfléchir et conceptualiser le fait d'aller sur Internet avec son enfant directement. Et à partir de accompagné. Et à partir de 13 ans, on peut, sous surveillance avec un contrôle parental, lui laisser accès à Internet. Mais il est très important de respecter toutes ces étapes de développement parce qu'après, au niveau de l'éducation, on va avoir une problématique, surtout nous qui travaillons avec des collèges, des lycées, et tout ce qui est groupe scolaire. Les enfants ont du mal à se reconnecter avec tout ce qui va être livre, sachant que on leur a présenté des écrans avec énormément d'activités, beaucoup de couleurs, et donc l'attention est plus difficilement captivable de la part des professeurs. Donc ça, c'est l'aspect prévention, donc comment on donne des repères aussi fiables et sourcés aux parents pour que ça se passe bien avec leurs enfants qui consomment les jeux vidéo et les écrans, on élargit aux écrans. Mais alors, quand on a une addiction, donc par rapport aux critères qu'on a déjà mentionnés, vers qui on se tourne et quel va être l'accompagnement thérapeutique ? En premier temps, souvent, le médecin traitant, c'est la première porte d'entrée avant le soin. Alors, il n'y a pas de médicament pour l'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas. Mais en général, c'est vers eux, en tout cas, la première porte et qui oriente vers des structures plutôt spécialisées par rapport à ça. Le traitement dans l'addiction aux jeux vidéo, on ne va pas chercher le curatif, on ne va pas chercher l'abstinence comme on peut retrouver pour les addictions de produits parce que ce n'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Demander à quelqu'un de ne plus avoir d'écran, ouais, c'est compliqué. Moi, la première, c'est foutu. Déjà, les personnes qui regardent la vidéo, potentiellement, c'est déjà compliqué. Moi aussi, tout à fait. Et moi aussi, je fais de la prévention constamment en disant sortez de vos écrans et je passe X heures sur les réseaux sociaux avec mon travail aujourd'hui. Ouais, c'est ça, donc c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est travailler avec la personne pour qu'elle puisse reprendre le contrôle en fait, de ses comportements. Et donc ça va se faire à travers de la psychothérapie, par exemple, donc les TCC, comme on a parlé, qui peuvent être une bonne recommandation. Les thérapies familiales aussi, la systémie, où on inclut la famille justement. Il peut y avoir. C'est des moments d'échange, de paroles. C'est de la psychothérapie qui ont plusieurs approches. En fait, c'est plusieurs approches en psychothérapie. Les TCC vont, comme tu l'as très bien dit, partent du principe que quand il y a un comportement, c'est parce qu'il y a une émotion qui a été déclenchée par une cognition en fait. Et donc on va travailler pour pouvoir voir les choses autrement, pour pouvoir reconnecter un peu, faire de nouvelles connexions au niveau des neurones. C'est vraiment sur ça qu'on va travailler sur avoir des nouveaux comportements. Après, le systémie ou la thérapie familiale va travailler vraiment avec le système, donc qui va être la famille. Il peut y avoir des thérapies psychodynamiques. Après, il peut y avoir aussi d'autres médiations en plus. Ça peut être... Parce que souvent, on retrouve de l'anxiété, comme on disait dans les jeux vidéo, en tout cas, on retrouve comme comorbidité les troubles anxieux. Et donc, ça peut être de la gestion émotionnelle, des techniques de gestion émotionnelle comme la pleine conscience ou la sophrologie, par exemple. Mais ça vient après. C'est pas ça qui remplace la thérapie. Ok, d'abord la thérapie et puis en parallèle des techniques de relaxation. Voilà, et puis des groupes, les associations, les groupes de parole, des choses comme ça. Et il ne faut pas oublier le contexte et les comorbidités potentielles que la personne peut avoir. Et là, il peut y avoir des traitements médicamenteux, mais pour traiter les autres pathologies autour. Donc s'il y a un trouble anxieux, il peut y avoir anxiolytique, dépression, il peut y avoir antidépresseurs, etc. Donc ça peut être aussi hyper intéressant en complément en fait. Oui. Ça va principalement être la psychothérapie. On traite de toute façon le patient dans sa globalité. Exactement, quoi. On regarde tout le contexte. Justement, Timothée, tu as réussi à identifier ces émotions, la source de ton stress, ou de tes stress, et à mieux les gérer aujourd'hui ? Ouais, je suis en plein travail thérapeutique avec une psychologue et un psychiatre. Donc oui, je suis en plein dedans. Et je commence un peu à comprendre. Je sais que par exemple déjà là, le tournage, ça va, je me suis rassuré. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais très stressé. T'es arrivé un peu stressé, mais là ça va. Mais oui, j'ai commencé à comprendre. Je sais que c'est beaucoup l'appréhension, tout ça. Enfin, c'est les stress. Après, c'est les stress que beaucoup de gens ont. Mais oui, ça va de mieux en mieux. Aujourd'hui, tu joues encore du coup Oui, je joue encore. Mais je joue moins. Je joue moins aussi, du coup, comme je l'ai dit, ma phobie scolaire qui s'est arrêtée, je reprends les cours. Donc forcément, ça laisse moins de temps pour jouer, donc forcément, ça aide.
même si parfois, bien sûr, c'est difficile. Le matin, je me dis, est-ce que je me ferais pas une petite partie avant de partir mais bon, j'essaye justement, au contraire, étant donné que je fais ce travail, de me calmer, et je trouve que j'y arrive bien. T'as adopté des petites techniques, là, tu auras des petits conseils très pratiques sur comment tu contres cette envie de jouer? Je sais pas vraiment si je pourrais donner des conseils. Moi, je sais que ce qui a marché généralement, en fait, c'est de garder en fait l'univers d'un jeu vidéo et de faire ça sur autre chose. Par exemple, de dessiner un truc par rapport à cet univers de jeu vidéo qui va rester un peu dans le monde, mais en même temps, on ne sera pas sur le jeu, sur les écrans, à tout oublier. Parce qu'on dessine, quand on dessine, on est beaucoup plus attentif en fait autour. Tu stimules ta créativité différemment. Voilà. Et ça peut être le dessin, ça peut être plein de choses. Même rien que de parler à des gens de ces jeux vidéo, ça peut aider, je pense, à ne pas y jouer tout en ayant un peu de satisfaction, de rester dans le thème. Voilà. Ouais, parce que c'est une passion. Enfin, là, on sent bien que quand même il y a une passion autour des jeux vidéo, et tu as des communautés vraiment qui se créent. Il y a des grandes actions sociales qui sont menées par des gamers, justement, quand il y a des événements tragiques ou des moments un peu tristes. Il faut avoir toutes les communautés de gamers qui vont s'allier pour justement faire des hommages. Mais moi, je pense aux Z-Events, c'est un event de fou. Exceptionnel ce qu'ils font, on peut leur dire merci quand même. Ils lèvent des millions pour des très très belles causes. Ouais, et puis c'est impressionnant de voir autant de personnes se liguer pour un message aussi beau. Donc oui, franchement, Zerator, il a fait un très beau travail sur le Z-Event avec tous les streamers. Et t'as un petit pull, la cœur de gamer, justement, c'est pour rappeler encore que les gamers ont du cœur. C'est ça, exactement. Alors nous, on a fait cette OP avec Imagine for Margot, qui est une association qui lutte contre le cancer pédiatrique. Et on a fait cet événement avec Inoxtag, où on a fait jouer des enfants malades avec leurs célébrités favorites. Et on leur a permis de découvrir des jeux vidéo. On a parlé un peu de l'envers du décor. Et ça nous a permis de travailler davantage avec Imagine for Margot. Et on essaye de lancer maintenant notre propre ligue e-sport pour lutter contre le cancer pédiatrique avec Imagine for Margot. Ah bah génial! Donc c'est un projet qui est en cours là actuellement? C'est un projet qui est en cours en ce moment. Ça va dans nos valeurs de gamers conscients, avec cette volonté justement de changer les choses et de montrer que la communauté de gamers est capable de faire de grandes choses et est touchée par les grandes causes. Trop bien. Eh ben, bravo pour ce joli projet. On vous souhaite bon courage, bonne chance pour que ça aboutisse. On peut se tourner vers votre association si on est un joueur régulier, voire excessif. On va trouver de l'aide? Bien entendu, elle est ouverte à tous. On fait vraiment de l'intergénérationnel. Donc bien évidemment, on a des événements qui sont spécialisés parce que quand on traite de certaines pathologies qui sont liées aux jeux vidéo, il faut vraiment segmenter pour savoir communiquer selon les âges des enfants. Mais sinon, vraiment, tous les gamers sont les bienvenus, gamers, gameuses. On accepte tout le monde, on est inclusif, donc il n'y a pas de souci. Tout âge, tu disais, ça peut arriver une addiction à 60 ans? Alors, il y a des grandes équipes, il y a des très grandes équipes de seniors qui sont vraiment très très fortes, avec des maisons de retraite qui ont un niveau hors du commun et qui mettent des piges à des personnes beaucoup plus jeunes. C'est génial, mais en même temps ça leur permet d'être connectés justement avec toutes les générations. En réel, et justement de pouvoir jouer avec des personnes, eux, qui sont souvent mis à l'écart et qui sont souvent en demande d'avoir des échanges avec des gens plus jeunes. Ça leur permet justement, les jeux vidéo, d'avoir cette espèce de contact et de progresser, de rester actifs au niveau de tout leur aspect cognitif. On travaille dans tous les cas avec des professionnels de santé et on essaye d'orienter les gens. On a toujours été la jonction entre les professionnels de santé ou même les professionnels du numérique avec le grand public ou avec les personnes qui adhèrent à l'association. Donc on est vraiment là pour accepter tout le monde et pouvoir échanger, sachant que comme Marina, tu l'as dit au tout départ, l'important c'est de justement pouvoir avoir l'opportunité de parler et de délier la parole, peu importe l'âge des personnes. Marina, tu souhaites ajouter quelques conseils pour réussir à s'en sortir?
Après, il y a des petites choses qui peuvent déjà être mises en place à la maison, de la part de la famille et de la part du jeune. Comme je disais au tout début, de s'intéresser à ce que fait le jeune, ça c'est hyper important parce que c'est en s'intéressant qu'on va pouvoir instaurer des règles en fait, et des règles intelligentes et des règles qui sont réalistes et réalisables. Donc ça peut être donc très intéressant d'instaurer des règles, mais de le faire avec le jeune. C'est-à-dire que souvent c'est les parents ou la personne qui s'occupe du jeune qui va instaurer des règles et basta, en fait, il n'y a pas de discussion. Alors que quand le jeune est impliqué dans la création des règles en disant bah non, là c'est un peu plus compliqué, ou là je suis d'accord avec ça, bah, forcément le jeune va avoir plus tendance à accepter de suivre les règles. Et ce qui va être important aussi, c'est que les règles soient tenues par toute la famille. C'est pas juste une personne qui a les règles. C'est pas la cible non, à battre. Pas du tout. C'est toute la famille. Bien sûr, il y a de la flexibilité. Enfin, on ne va pas donner la même règle à quelqu'un qui a 3 ans qu'à quelqu'un qui a 16 ans. Alors ça, c'est clair que ça va pas le faire. Mais que toute la famille puisse suivre les règles, qu'on puisse montrer l'exemple aussi, parce qu'on entend souvent des crises qui commencent à se faire ou des disputes qui se font parce que le jeune sort son portable, par exemple, à table. Mais quand nous, on répond à un mail à table, c'est quoi la différence ? Donc il y a vraiment donc je pense qu'il y a vraiment toute de l'éducation à faire avec les parents, en fait. Vraiment d'impliquer l'entourage, c'est ce qui va aider aussi, c'est ce qui va aider le jeune, je pense. Après de regarder les limites de temps, par exemple, ça peut être assez intéressant. Alors pareil, ça faut le faire de façon réfléchie. Si on s'intéresse, imaginons, je donne un exemple, on s'intéresse au jeu de son enfant et son enfant joue au foot. Donc des matchs de foot virtuels. Si on lui dit dans 15 minutes c'est fini, en 15 minutes le match de foot il n'est pas fini en fait. Donc c'est comme si nous... Moi je pense pas. Donc c'est comme si nous on est en train de lire un livre, écrire un mail et on arrive en plein milieu, on dit bah là c'est fini, bah moi la première je vais râler en fait. Moi je vais râler, je vais dire bah non je vais finir mon chapitre et j'arrive. Et bah, c'est pareil pour le jeu. Donc si on s'intéresse, on sait qu'il joue au foot, et ben peut-être qu'on va pas parler en termes de temps, mais plutôt en termes de match. Par exemple, tu finis ton match et tu viens. Par contre, il y a des jeux qui peuvent se mettre sur pause et on reprend là où on en est. Et donc là, il y a un peu moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, encore une fois, le plus important, c'est de s'intéresser, c'est dans la communication aussi. Ça, c'est hyper important. Quand on perd le lien, quand on perd la communication avec les adolescents, avec les jeunes, je dis souvent les jeunes parce que c'est souvent ceux qui sont impactés, c'est foutu aussi. Et c'est hyper dur de retrouver après la communication, de retrouver le lien. Donc d'être là, d'être à l'écoute, d'être présent pour eux, de s'intéresser, de mettre des limites quand même, parce qu'il n'y a pas non plus, on ne fait pas n'importe quoi. De respecter les âges, parce qu'il y a des jeux qui ont des... C'est PEGI, ouais. Comment ça s'appelle ? Les PEGI, c'est Pan-European Game Information. Ça a été mis en place justement avec des pictogrammes et avec des âges minimums préconisés pour... En gros, c'est comme moins de 18 ans, moins de... Donc respecter l'âge qui est sur la boîte des jeux, ça va être hyper important. S'intéresser aux constructeurs aussi, aux développeurs, dans le sens où moi j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. L'objectif c'était acquisition, rétention. J'étais de l'autre côté, j'ai changé de place. J'ai changé de place et donc l'objectif c'était vraiment acquisition, rétention et monétisation. Ça c'est les trois. Ça fait peur quand tu. C'est les 3 sujets les plus importants. Le phénomène d'addiction vient souvent avec la frustration et le système de reward, donc de récompense. Et il y a des éditeurs et des développeurs qui sont spécialisés là-dedans justement pour créer de la frustration auprès des enfants pour qu'ils consomment d'autant plus. Et mon travail fut un temps était d'engager les enfants à dépenser plus sur les applications. Et en fait, on récupère des informations concrètes à chaque partie qui permet d'avoir un profil type et donc de pousser la monétisation. Donc il faut bien regarder les éditeurs et les personnes qui produisent des jeux vidéo parce qu'il y en a certains qui font des efforts avec des contrôles parentaux spécifiques, comme l'un des grands constructeurs avec le petit plombier. Il y a plein de constructeurs comme ça qui permettent d'avoir des mécanismes et des solutions pour les parents. Ouais, des jeux un peu plus sûrs, quoi. Ok. Justement, ça c'est un des risques aussi qu'on n'a pas abordé, mais le risque monétaire, financier, puisqu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui nécessitent pour évoluer d'acheter, pour faire évoluer son personnage, pour évoluer dans la partie. Dans une addiction, on peut aller jusqu'à se ruiner. Oui, on peut constater en fait les jeunes qui vont utiliser le mensonge en fait pour voler la carte bancaire des parents pour payer en fait des packs alors pareil, je joue pas au jeu donc je connais pas les termes. Des in-app, in-application purchase, tout ce qui peut être pris sur les stores de jeux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne remboursent pas, donc il y a des familles qui
pas très aisés qui se sont retrouvés totalement à la paille parce que leurs enfants ont dépensé 20 000 € sur des jeux vidéo de foot ou ainsi de suite, ou juste pour des skins, donc des apparences de personnages. Timothée n'est pas très fier de lui. Ah là là. Il y a Non un mais moi petit c'était... sujet. Alors c'était quand j'étais petit, hein, mais j'ai déjà dépensé genre 1 000 € dans un jeu, sans que ma mère le sache. Ouh là là. Et après ma mère elle l'a vu en fait, parce que j'étais jeune à ce moment-là. J'ai eu malheureusement les écrans un peu trop jeunes, mais du coup à ce moment-là en fait j'ai dépensé 1 000 € parce que je sais pas ce que c'est 1 000 €. Ah oui, oui. Et là ma mère, oh là 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 là. Elle t'en parle encore. Ah ouais non mais... T'es encore en train de rembourser. Ouais bah à chaque fois en fait, tout mon argent de poche il passe là. Non mais... Non mais c'est vrai que ça peut aller très très loin. En fait on le remarque pas, parce qu'en fait c'est juste des nombres. Et donc on se dit, bah on clique, c'est une fois, et en fait... Ouais, et puis moi ce que j'ai pu voir, parce que j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui consommait quand même pas mal de jeux vidéo et qui dépensait, c'est quelques centimes. Ouais. C'est 20 centimes, 50 centimes, mais en fait quand c'est 10, 20, 30, 50, 100 fois dans une semaine, bah, ça commence à faire des petites sommes. Ouais. Ça s'appelle des baleines justement, dans ton genre. Oui, en fait, il y a différents types de gamers qui sont catégorisés au niveau du marketing jeux vidéo. Les baleines, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent, il y a les dauphins, ainsi de suite. En fait, c'est des termes, la pêche en fait. c'est des termes spécifiques. Ah, c'est la pêche au gros quoi. Exactement. c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains types de jeux, comme les jeux mobiles, vous pouvez avoir des versions qui vous sont propres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui a cette version-là avec la tarification sur le store. Eh bien, c'était très intéressant. Merci à vous tous pour Merci. votre expertise, vos témoignages. Et puis, bravo pour vos actions aussi. On a besoin d'associations sur le terrain, au plus près des parents, des enfants, des gamers. Bon, on ne diabolise pas hein, l'utilisation des jeux vidéo, vous l'avez bien compris. Il peut y avoir du positif, on peut en tirer du positif, mais attention, voilà, soyez vigilants si jamais vous avez l'impression de franchir cette ligne de la dépendance. On vous a bien expliqué, hein, les 5 C, retenez ça. Et puis tournez-vous vers votre médecin et vers voilà, un professionnel de santé mentale, psychologue, addictologue. Donc on a parlé des centres des XAPA. Ce sont des centres vraiment dédiés à la prise en charge des addictions. Gratuit. Gratuits. Et qui peuvent être anonymes. Super. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Pour plus d'infos sur ce sujet des addictions et des jeux vidéo, je vous partage de nombreuses ressources dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous allez découvrir plein de vidéos sur le sujet de la santé mentale où on parle sans tabou.